Alors, ce petit studio, c'est loué ou financé à crédit sur 30 ans? La question de ma sœur Chloé a flotté dans l'air de mon nouvel appartement, suspendue comme une insulte. Elle la tenait même brandie sur une pancarte en carton, écrite au marqueur noir, comme une blague cruelle. Autour de nous, les sourires de mes amis se sont figés, les verres de crément se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. C'était ma pendaison de crémaillère, un samedi après-midi ensoleillé à Lyon, la célébration de 5 années de sacrifices silencieux pour acheter ce 2 pièces à 25 ans, sans l'aide de personne. Et là, devant tout le monde, ma propre sœur, l'enfant chéri de la famille, venait de transformer mon plus grand accomplissement en une accusation de fraude. Son sourire narquois était le clou final, planté dans le cœur de ma fierté. J'ai senti le regard de mes parents sur moi, mais je n'ai pas osé le croiser. Le silence qui a suivi sa question était plus lourd que n'importe quel cri. Cet appartement n'était pas juste des murs et un toit. C'était la matérialisation de chaque week-end passé à travailler, de chaque sortie refusée, de chaque euro mis de côté avec une discipline de fer. Pendant que Chloé profitait des largesses parentales pour ses voyages et ses caprices, je restais dans ma chambre d'adolescente, concentrée sur mon unique objectif, l'indépendance totale. J'étais le pilier invisible de la famille, celle qui ne demandait jamais rien, celle sur qui on comptait pour être raisonnable et autonome. Cette autonomie, qu'ils avaient toujours prise pour acquise, était maintenant tournée en ridicule par celle qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Vous savez, ce sentiment quand on réalise que ceux qui devraient vous protéger sont les premiers à vous laisser tomber. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment précis. Une piqûre glaciale de trahison qui a éclipsé toute la joie que j'avais pu ressentir en recevant mes invités. J'ai cherché le soutien dans les yeux de ma mère, espérant un mot, un geste pour défendre sa cadette. Je n'ai trouvé qu'un regard fuyant et des lèvres pincées. Mon père, lui, s'est soudainement intéressé à l'étiquette de la bouteille de vin qu'il tenait. Leur silence était un aveu. Il la laissait n'en faire. Il cautionnait cette humiliation publique, parce que s'opposer à Chloé demandait un courage qu'il n'avait jamais eu. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse s'est évaporée, laissant place à une clarté froide et tranchante. J'ai compris que je ne pouvais plus être la gardienne silencieuse de la paix familiale, une paix construite sur mon effacement. Une image a traversé mon esprit, un relevé de compte, une ligne de chiffres, un virement fait 3 ans plus tôt dans le plus grand secret. Ce n'était plus seulement une question d'appartement, c'était une question de vérité, une dette morale qui n'avait jamais été reconnue. Ma respiration s'est calmée. J'ai redressé les épaules et j'ai enfin regardé ma sœur, non pas avec la colère qu'elle attendait, mais avec une sérénité qui l'a déstabilisée. Son sourire a légèrement vacillé. Elle s'attendait à des larmes, à une justification embarrassée, peut-être à une fuite. Elle ne s'attendait pas à ce que je la regarde comme si je voyais à travers elle, comme si je voyais toutes ses insécurités masquées par son arrogance. Ils pensaient tous que j'étais juste la petite sœur discrète qui ne faisait jamais de vagues, celle qui encaissait sans jamais riposter. Ils avaient raison, jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris une inspiration lente, sentant le poids de toutes les injustices s'accumuler, se transformer en une force tranquille. Ma sœur adorait parler d'argent, mais elle ignorait que la conversation la plus chère de sa vie était sur le point de commencer, ici, dans mon salon. Ce favoritisme ne datait pas d'hier. Je me souviens encore de mes 8 ans, le jour où Chloé a reçu pour son anniversaire un vélo de course violet métallisé, flambant neuf, celui qu'elle avait réclamé pendant des mois. Moi, j'ai dû attendre mon propre anniversaire, 6 mois plus tard, pour recevoir un vélo d'occasion, repeint en bleu pour cacher la rouille. La justification de mes parents était simple et cruelle dans sa logique. Toi, Léa, tu es plus soigneuse, tu ne l'abîmeras pas. Ils transformaient ma nature calme en une excuse pour m'offrir moins. J'ai appris très tôt que les désirs de ma sœur étaient des priorités, tandis que les miens étaient des options à considérer si le budget le permettait. Cet épisode du vélo n'était que le premier d'une longue série. J'étais l'enfant raisonnable, celle qui comprenait, celle qui ne faisait pas de vagues.
Mon rôle était d'être compréhensive, ce qui signifiait en réalité être moins chère à élever. En grandissant, le fossé s'est creusé, se mesurant non plus en vélo, mais en milliers d'euros. Pour ses 18 ans, Chloé a eu sa première voiture, un modèle neuf payé comptant. Pour les miens, on m'a offert un abonnement aux transports en commun. Pendant qu'elle passait une année sabbatique en Australie, entièrement financée par nos parents pour s'ouvrir au monde, je travaillais les week-ends dans une boulangerie pour payer mes études d'informatique. Mes parents ne cessaient de louer ma maturité et mon indépendance. Léa, elle sait se débrouiller, disaient-ils avec fierté à leurs amis. Mais cette fierté était un paravent bien commode. Mon autonomie les arrangeait, elle les déchargeait de toute obligation morale ou financière à mon égard. J'étais devenue un investissement rentable, une fille qui ne coûtait rien et qui, en plus, leur donnait l'illusion d'avoir réussi leur éducation. C'est pour cette raison que j'ai continué à vivre chez eux jusqu'à mes 25 ans. Ce n'était ni par confort ni par dépendance, mais par pure stratégie. J'avais compris depuis longtemps que je ne pourrais jamais compter sur eux pour un apport, pour un coup de pouce. Chaque centime qu'ils possédaient était mentalement alloué aux futurs caprices de Chloé. Alors, j'ai élaboré un plan silencieux. J'ai enduré l'ambiance familiale tendue, les remarques passives-agressives et mon éternelle invisibilité dans un seul but, économiser chaque euro de mon salaire de développeuse. Je me suis privée de sorties, de vacances, de tout ce qui caractérisait la jeunesse de mes amis. Mon objectif n'était pas seulement d'acheter un appartement, c'était de construire une forteresse, une indépendance si totale qu'ils n'auraient plus jamais la moindre prise sur moi. C'était une question de survie émotionnelle. Le plus grand test de ma résolution est arrivé il y a 3 ans. Chloé a annoncé son mariage, un événement qu'elle voulait grandiose, digne d'un conte de fées, avec un traiteur de luxe et une salle de réception hors de prix. J'ai vu la panique dans les yeux de ma mère et le front soucieux de mon père lorsqu'ils ont reçu le devis. Ils n'en avaient pas les moyens et allaient s'endetter sur des années pour satisfaire son rêve. Pour leur éviter cette humiliation financière et pour préserver la paix, j'ai pris une décision qui a changé le cours de mes propres projets. J'ai discrètement viré 25 000 € sur leur compte joint, la quasi-totalité de mes économies de l'époque. Je leur ai fait jurer de ne jamais lui en parler. Ce sacrifice devait rester notre secret, un cadeau silencieux pour protéger l'image de parents parfaits qu'ils aimaient tant projeter. En regardant Chloé brandir cette pancarte dans mon salon, le poids de ce secret m'a frappé avec une violence inouïe. Cette humiliation publique n'était pas seulement une attaque contre mon appartement, c'était une négation de chaque sacrifice que j'avais fait pour elle, pour eux. Elle se tenait là, rayonnante de bonheur dans une vie que j'avais aidé à financer, se moquant du fruit de mon travail acharné. L'ironie était si amère qu'elle me brûlait la gorge. Le silence de mes parents n'était plus seulement de la lâcheté, c'était une trahison active du pacte que nous avions scellé. Ils la laissaient piétiner un secret qui les avait sauvés. À cet instant, j'ai compris que mon silence avait un coût exorbitant et que la facture, après toutes ces années, était enfin arrivée à échéance. Le paiement allait être public. Ma mère a rompu le silence, non pas pour me défendre, mais pour le dissoudre dans la banalité. Son rire forcé, un peu trop aigu, a retenti dans la pièce, tentant de combler le vide glacial. « Oh, Chloé, tu es incorrigible avec tes blagues », a-t-elle lancé, s'emparant de la pancarte pour la plier en deux avec un geste sec, comme si cacher l'objet pouvait en effacer l'offense. Mon père, de son côté, s'est affairé à déboucher une autre bouteille, proposant du crément à des invités qui n'avaient même pas fini leur premier verre. Ils orchestraient une diversion, une chorégraphie de l'évitement conçue pour protéger Chloé de la conséquence de ses propres mots. Ils ne me protégeaient pas moi, la victime. Ils protégeaient l'agresseur. Ils n'essayaient pas d'éteindre le feu. Ils jetaient un voile de fumée dessus en espérant que personne ne verrait les brûlures qu'ils m'avaient infligées. Leur message était clair. Ma douleur était un inconvénient, un obstacle à la bonne humeur générale. Je les ai observés, non plus comme ma famille, mais comme des étrangers dont j'étudiais les coutumes. J'ai vu la satisfaction dans le regard de Chloé, qui se pavanait maintenant, certaine de son impunité. Elle avait gagné. Elle avait réussi à transformer mon triomphe en un moment de gêne collective.
et nos parents venaient de valider son geste en refusant de le nommer pour ce qu'il était. Une agression. Je n'étais plus triste. La tristesse est une émotion que l'on ressent quand on espère encore quelque chose. Moi, je n'espérais plus rien d'eux. À la place, une sorte de calme chirurgical s'est installé en moi. J'ai compris qu'ils ne changeraient jamais. Ils continueraient à me sacrifier sur l'autel du confort de ma sœur, encore et encore. La seule chose qui pouvait changer, c'était moi. Je ne pouvais plus être le pilier silencieux qui absorbe les chocs pour maintenir l'équilibre d'une structure pourrie. Ce jour-là, j'ai décidé que le pilier allait se retirer. Chloé, enhardie par le soutien tacite de nos parents, s'est approchée de moi, un sourire condescendant aux lèvres. « Oh Léa, ne fais pas cette tête. C'était juste pour rire. Tu es tellement sensible, » m'a-t-elle murmuré, posant une main sur mon bras comme pour me consoler d'une blessure qu'elle venait elle-même d'infliger. Son contact a eu l'effet d'une décharge électrique. C'était l'acte final de mépris, la négation absolue de mes sentiments. Elle ne se contentait pas de m'humilier, elle exigeait que j'accepte cette humiliation avec le sourire. Elle voulait que je sois complice de ma propre dévalorisation. J'ai retiré mon bras doucement, sans un mot. Mon silence n'était plus de la soumission, c'était le calme avant la tempête. Elle a interprété ma réserve comme une victoire. Son sourire s'est élargi. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la seule motivation qui me manquait pour briser des années de silence. C'est là que l'image du virement de 25 000 € est revenue. Non plus comme le souvenir d'un sacrifice, mais comme une arme. Une preuve irréfutable. Ils aimaient tant parler d'argent, de financement, de crédit. Très bien. Nous allions parler de chiffres, mais des vrais. Pas des insinuations malveillantes, mais des faits consignés sur un relevé bancaire. J'ai compris que toute tentative de discussion serait vaine. Ils nieraient, minimiseraient, me feraient passer pour folle ou pour une menteuse. Les mots pouvaient être tordus, mais les chiffres, eux, étaient incorruptibles. La vérité avait un prix, et j'avais le reçu. Ce n'était plus une question de vengeance, mais de rééquilibrage. Je n'allais pas crier, ni pleurer. J'allais présenter une facture. Une facture morale, certes, mais avec une preuve comptable bien réelle pour l'étayer. Le plan s'est formé dans mon esprit, limpide et inévitable. J'ai posé mon verre sur la table basse, le son du cristal sur le bois résonnant légèrement dans le brouhaha revenu. J'ai croisé le regard de ma sœur, qui discutait avec des amis, puis celui de mes parents, qui m'observaient avec une pointe d'inquiétude, sentant peut-être que quelque chose avait changé. Je leur ai offert un petit sourire. Le premier de l'après-midi, un sourire qui ne leur était pas destiné. C'était un sourire pour moi-même, la promesse silencieuse que je me faisais. Je me suis excusée poliment et je me suis dirigée vers le petit bureau que j'avais installé dans un coin du salon. Dans l'un des tiroirs se trouvait une enveloppe contenant tous les documents importants de l'appartement et un autre papier que j'avais gardé sans trop savoir pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui. J'avais préparé des petits fours et du champagne pour cette fête. J'allais maintenant leur servir la vérité. Les invités sont partis un par un, emportant avec eux des sourires forcés et des au revoir murmurés à la hâte. Ils avaient tous senti le malaise, cette fracture soudaine dans l'ambiance festive, et personne n'osait rester pour voir comment les morceaux allaient retomber. Bientôt, je me suis retrouvée seule au milieu de mon salon, entourée de verres à moitié vides et de petits fours à peine touchés. Le silence qui avait remplacé les rires était assourdissant, presque accusateur. Mon appartement, qui quelques heures plus tôt symbolisait ma victoire et mon indépendance, me semblait maintenant vide et froid, comme une scène de crime après le départ de la police. Ce n'était plus un sanctuaire, mais un champ de bataille. La joie de l'accomplissement avait été volée, remplacée par une lucidité glaciale. Je n'étais pas triste, non. La tristesse était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'étais simplement éveillée, consciente pour la première fois que la paix que j'avais toujours cherché à préserver n'était qu'une illusion construite sur mon silence. Je me suis assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide, mais mon esprit était plus clair que jamais. Je repassais la scène en boucle, non pas pour me torturer, mais pour l'analyser. Le sourire narquois de Chloé,
le regard fuyant de ma mère, l'évitement de mon père. Chaque détail confirmait ce que j'avais toujours su au fond de moi. À leurs yeux, j'étais sacrifiable. Ma valeur se mesurait à ma capacité à ne rien coûter et à ne rien demander. La colère a commencé à monter, une colère froide et déterminée, pas le genre qui explose mais celui qui construit. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents importants. Là, dans une enveloppe Kraft, se trouvait le relevé de compte que j'avais imprimé il y a 3 ans. La ligne du virement de 25 000 € était là, noir sur blanc. Ce papier n'était plus le mémorial d'un sacrifice. C'était un acte d'accusation, une preuve tangible de la dette qu'ils avaient envers moi. En quittant la fête, Madame Dubois, la mère de ma meilleure amie et expert comptable de profession, m'avait serré la main un peu plus fort que nécessaire. Elle m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit une phrase qui résonnait encore en moi. « Léa, ne laisse jamais personne déprécier la valeur de ton travail. Les chiffres, eux, ne mentent pas. » Elle ne savait rien de mon secret, bien sûr, mais ces mots ont été comme une clé. J'ai compris à cet instant qu'elle serait mon alliée involontaire. La vérité, pour être crue, avait besoin d'une caution morale et professionnelle irréprochable. Mes parents et ma sœur pourraient me traiter de menteuse, de folle, d'ingrate. Ils pourraient tordre mes mots et déformer mes intentions. Mais ils ne pourraient pas contester le jugement d'une experte, d'une femme respectée de tous, validant un document comptable sous leurs yeux. Mon plan n'était pas de me venger, mais de rétablir les faits. Et pour cela, j'avais besoin d'un arbitre impartial. Le plan s'est alors dessiné dans mon esprit, avec une précision chirurgicale. Je n'allais pas organiser une confrontation privée où ils pourraient nier en bloc. Je devais choisir un moment public, une autre réunion de famille où leur image serait en jeu. Je ne crierai pas, je ne pleurerai pas. Je laisserai les faits parler pour moi. Je poserai d'abord la question, simple et directe. « Chloé, puisque tu aimes tant parler d'argent, sais-tu exactement combien a coûté ton mariage ?» Puis, face à son arrogance ou son ignorance, je ne lui présenterai pas la preuve. Je l'attendrai à Madame Dubois en lui demandant simplement, d'une voix calme, de confirmer la nature de ce document. Je transformerai mon salon, lieu de mon humiliation, en tribunal. Les invités ne seraient plus des spectateurs gênés, mais un jury silencieux. La pancarte de Chloé était une question publique. Ma réponse le serait aussi. J'ai replacé l'enveloppe dans le tiroir, mais cette fois, elle n'était plus au fond, cachée. Elle était sur le dessus, prête à être utilisée. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire allait briser le peu qu'il restait de notre famille. La façade de parents aimants et de sœurs unies allait voler en éclats, et je ne savais pas ce qui se trouverait derrière les décombres. Mais une chose était certaine, je ne pouvais plus vivre dans cette maison de mensonges. La paix que j'avais achetée avec mon silence et mon argent était une paix toxique. L'anniversaire de mon père était dans 2 semaines. Toute la famille serait réunie. C'était l'occasion parfaite. Je n'apporterais pas de cadeaux emballés dans du joli papier. J'apporterais la vérité, brute et sans fioriture. Et cette fois, tout le monde serait obligé de l'écouter. La fête était terminée, mais le règlement de compte ne faisait que commencer. Les 2 semaines qui ont suivi ma pendaison de crémaillère se sont écoulées dans un calme étrange, une sorte de limbe où tout semblait normal en surface, mais où, en dessous, les plaques tectoniques de notre famille se préparaient à un séisme. L'anniversaire de mon père se déroulait dans le jardin de la maison familiale, sous un soleil de fin d'après-midi qui jetait de longues ombres sur la pelouse. Les rires semblaient un peu trop forts, comme pour masquer une fissure invisible dans l'air. Je suis restée en retrait, observant la scène avec une sérénité nouvelle. Je n'étais plus une participante angoissée, espérant une miette d'attention, mais une spectatrice patiente attendant le moment opportun. Chloé paradait, comme à son habitude, racontant ses dernières acquisitions. Mes parents la couvaient du regard, inconscients du fait que leur petit monde parfaitement orchestré était sur le point de s'effondrer. Dans mon sac, l'enveloppe Kraft pesait le poids de la vérité.
J'ai attendu une pause. Un de ces moments flottants où les conversations s'éteignent avant de reprendre. Mon père venait de déballer ses cadeaux et l'attention était retombée. J'ai alors pris la parole, ma voix claire et posée, coupant le silence naissant. « Chloé, puisque tu aimes tant parler d'argent et de financement, j'ai une question pour toi. Sais-tu exactement combien a coûté ton mariage ?» Tous les visages se sont tournés vers moi. Chloé a d'abord eu un rire méprisant, pensant à une autre de mes tentatives maladroites pour participer à la conversation. « Oh, des fortunes, ma chérie, des fortunes que tu ne pourrais même pas imaginer », a-t-elle répondu avec un geste dédaigneux de la main. Elle pensait me clouer le bec, mais elle venait de tendre la perche que j'attendais. Mes parents se sont figés, un pressentiment de danger commençant à poindre dans leurs yeux. Je n'ai pas répondu à sa provocation. Je me suis levée lentement, je me suis dirigée vers mon sac posé sur une chaise et j'en ai sorti l'enveloppe. Le silence dans le jardin était devenu total, palpable. Chaque invité, sentant l'imminence d'un drame, retenait son souffle. J'ai traversé la pelouse, l'enveloppe à la main, passant devant ma sœur dont le sourire commençait à se crisper. Je ne l'ai pas tendue à ma sœur, ni à mes parents. Je me suis approchée de Madame Dubois, qui me regardait avec une curiosité bienveillante. « Madame Dubois, vous qui connaissez si bien les chiffres, pouvez-vous juste nous confirmer ce que vous voyez sur ce document, s'il vous plaît ?» Je lui ai tendu le relevé de compte. Elle a sorti ses lunettes de son sac, un geste professionnel qui a conféré à la scène une gravité inattendue. Elle a parcouru le document du regard, ses sourcils se fronçant légèrement. Puis, elle a levé les yeux, non pas vers moi, mais vers mes parents, avec une expression de profonde déception qui en disait plus long que n'importe quel discours. Le visage de Chloé s'est décomposé. Sa main a tremblé en reposant sa coupe de champagne sur la table. Ma mère a porté une main à sa bouche, le souffle coupé, comme si on venait de lui voler l'air de ses poumons. Mon père, lui, a simplement baissé la tête, son regard fixé sur ses chaussures, incapable d'affronter le jugement silencieux qui tombait sur lui. Après ce qui a semblé une éternité, Madame Dubois m'a regardée et a dit, sa voix résonnant dans le silence de plomb, « C'est un virement très généreux, Léa. 25 000 €. » La vérité, une fois libérée, a eu l'effet d'une déflagration silencieuse. Personne n'a crié, personne n'a pleuré, du moins pas tout de suite. Les regards des invités se sont déplacés, passant de moi à Chloé, puis à mes parents, les accusant sans un mot. La pancarte de ma sœur, son humiliation publique, tout prenait soudain un sens nouveau et monstrueux. Chloé était écarlate, la bouche ouverte mais aucun son n'en sortait. Elle, qui avait toujours le dernier mot, était réduite au silence par une simple ligne sur un relevé bancaire. Sans un regard pour qui que ce soit, elle a tourné les talons et a quitté le jardin en courant, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mes parents sont restés immobiles, pétrifiés, exposés au milieu des ruines de leur propre création. La fête était terminée. La justice, elle, venait d'être servie. Le jardin s'est vidé dans un silence presque cérémonieux. Les invités sont partis sur la pointe des pieds, sans un mot de trop, leur regard oscillant entre la pitié pour moi et le jugement pour mes parents. Ils sont restés là, au milieu des restes de la fête, comme deux statues, au cœur d'une ville bombardée. Mon père fixait toujours le sol, comme s'il espérait y trouver une issue. Ma mère, le visage blême, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ils n'ont pas essayé de me retenir, ni de s'excuser. Ils étaient paralysés par la honte, non pas d'avoir agi injustement, mais d'avoir été démasqués. Leur autorité morale, ce piédestal sur lequel ils avaient trôné toute ma vie, s'était effondré en un instant. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni pitié. Juste le vide immense laissé par la fin d'une illusion. Je les ai regardés une dernière fois, non plus comme mes parents, mais comme les gardiens d'un mensonge qui venait de leur coûter leur fille. Avant de partir, Madame Dubois a posé une main sur mon épaule. Son geste était discret, mais lourd de sens. Le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir se relever avec la vérité comme seule arme, m'a-t-elle murmuré.
Ces mots ont été la seule validation dont j'avais besoin. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Puis je suis partie sans un regard en arrière. J'ai laissé mes parents seuls avec les décombres de leur réputation et le fantôme de leur fille préférée. Je n'avais pas besoin de leur dire quoi que ce soit de plus. Mon silence, en partant, était plus puissant que n'importe quel cri. J'avais repris le contrôle de ma propre histoire. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement, j'ai compris que je n'avais pas seulement acheté des murs. J'avais acheté le droit de fermer la porte à un passé qui m'étouffait. La solitude qui m'accueillit n'était pas un poids, mais une libération. Les conséquences pour Chloé ont été aussi publiques que son agression. Son profil sur les réseaux sociaux, d'habitude une vitrine flamboyante de ses voyages, de ses achats de luxe et de son bonheur conjugal, est devenu silencieux. Plus de photos arrogantes, plus de légendes méprisantes. Le silence numérique était son aveu de défaite. J'ai appris par des amis communs qu'elle ne sortait presque plus, qu'elle évitait les cercles où l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Elle, qui avait construit son identité sur l'admiration et l'envie des autres, était maintenant confrontée au mépris, ou pire encore, à la pitié. Son humiliation n'était pas de mon fait, mais la conséquence directe de ses propres actes. Elle avait voulu me rabaisser en public, et c'est son propre piédestal, financé par mon sacrifice, qui s'était écroulé sous les yeux de tous. La justice poétique était parfois d'une ironie cruelle. Mon appartement, lui, a enfin commencé à respirer. La tension qui avait imprégné les murs le jour de la pendaison de crémaillère s'est dissipée, remplacée par une quiétude profonde. Pour la première fois, je me sentais véritablement chez moi. Chaque objet, chaque meuble que j'avais choisi avec soin, ne représentait plus seulement un sacrifice financier, mais un pas de plus vers ma propre souveraineté. Je passais des soirées entières assise près de la fenêtre, à regarder la ville s'illuminer, savourant le silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein de promesses. La vérité avait un poids, mais le silence que j'avais enduré pendant des années en avait un bien plus lourd. En le brisant, je ne m'étais pas seulement libérée d'une dynamique familiale toxique. Je m'étais retrouvée moi-même, entière et sans excuse. Plusieurs mois ont passé. La relation avec ma famille est restée glaciale, limitée à des échanges de messages brefs et fonctionnels pour les anniversaires. Puis, un soir, j'ai reçu un message de Chloé. Il ne contenait que quelques mots. « Je suis désolée, vraiment. » Il n'y avait pas de justification, pas de tentative de minimiser sa faute. Juste un aveu simple et nu. J'ai mis du temps à répondre. J'ai repensé à tout le chemin parcouru, à la douleur et à la force que j'avais trouvée en moi. J'ai finalement écrit « J'accepte tes excuses ». Ce n'était pas un pardon qui effaçait le passé, mais un accord pour permettre à un avenir différent d'exister. J'avais établi une nouvelle frontière, infranchissable. L'ère où j'étais la sœur invisible, le pilier silencieux, était terminé pour de bon. Le plus difficile n'était pas de gagner la bataille, mais d'apprendre à vivre en paix avec la victoire. Aujourd'hui, mon appartement n'est plus un champ de bataille, mais un sanctuaire. Le silence qui y règne n'est plus celui, pesant, de l'injustice, mais celui, apaisant, de la solitude choisie. Chaque matin, la lumière qui traverse les fenêtres ne me rappelle plus le prix exorbitant de mon indépendance, mais la valeur inestimable de ma tranquillité. J'ai appris que la véritable force ne réside pas dans la capacité à endurer en silence, mais dans le courage de définir ses propres limites, même si cela signifie briser les liens que l'on pensait éternels. Je n'ai plus besoin de l'approbation de quiconque pour valider mes réussites. Mes murs ne sont pas seulement faits de briques et de plâtre, ils sont faits de respect de soi, une forteresse que j'ai construite pour me protéger, non pas du monde extérieur, mais des attentes toxiques de ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Cet espace est la preuve vivante que je suis ma propre fondation. Mon père a appelé pour mon anniversaire la semaine dernière. La conversation a été brève, presque protocolaire. Il m'a souhaité le meilleur, m'a demandé si tout allait bien, et j'ai répondu par des phrases polies et concises. Il n'y a eu aucune mention du passé, aucune tentative de recoller les morceaux. Le non-dit était là, flottant entre nous. Mais il n'était plus douloureux.
C'était simplement un fait, la nouvelle géographie de nos relations. Nous ne serons plus jamais la famille que nous prétendions être, et c'est une bonne chose. Cette façade s'est effondrée pour révéler la vérité. Nous sommes des individus liés par le sang, mais désormais séparés par des valeurs. Je n'attends plus d'excuses de leur part, car j'ai compris que leur silence était leur réponse définitive. J'ai accepté que l'amour que je cherchais ne viendrait jamais d'eux, mais devait d'abord venir de moi. Le pardon n'est pas une éponge qui efface le passé. C'est une porte que l'on décide de fermer derrière soi pour pouvoir avancer. En acceptant les excuses de Chloé, je ne lui ai pas offert l'absolution. Je me suis offert la liberté. La liberté de ne plus porter le poids de sa jalousie et de mon ressentiment. Notre relation, si on peut encore l'appeler ainsi, est devenue une terre neutre, sans mine ni trésor. Nous nous croisons lors des rares occasions inévitables, échangeons des banalités, mais le pont de la confiance a été dynamité pour de bon. J'ai appris que certaines blessures ne guérissent pas en redevenant comme avant, mais en cicatrisant pour former une nouvelle peau, plus résistante. Ma cicatrice me rappelle non pas la douleur de la trahison, mais la force que j'ai trouvée pour me défendre. Elle est le symbole de ma renaissance, pas de ma destruction. On nous apprend à calculer la valeur d'un bien immobilier, le taux d'un crédit, le rendement d'un investissement. Mais personne ne nous apprend à calculer le coût de notre propre dignité. J'ai payé pendant des années le prix fort pour maintenir une paix familiale, qui n'était en réalité qu'un armistice fragile, acheté avec mon silence et mon effacement. La plus grande leçon de cette histoire n'est pas financière, elle est morale. Le respect ne se demande pas, il ne s'hérite pas, il s'impose. Parfois, la seule façon de le faire est de présenter la facture de toutes les injustices subies, non pas par vengeance, mais pour rétablir l'équilibre. J'ai appris que dire la vérité n'est pas un acte de guerre, mais un acte d'amour-propre. Et c'est l'investissement le plus rentable qu'une personne puisse jamais faire dans sa propre vie, celui qui ne se déprécie jamais. Chaque soir, en regardant les lumières de Lyon scintiller depuis mon salon, je ne vois plus les sacrifices, mais les fondations de ma nouvelle vie. Une vie où je suis la seule architecte, la seule propriétaire, la seule à décider qui a le droit de franchir la porte. Mon bonheur ne dépend plus de la place qu'on me laisse, mais de l'espace que je conquiers pour moi-même. Ce 2 pièces est devenu bien plus qu'un appartement. Il est le symbole de ma souveraineté. C'est ici que j'ai appris à transformer une humiliation en affirmation, une blessure en frontière. C'est ici que j'ai compris que le plus grand luxe n'est pas d'avoir un toit, mais d'avoir un endroit où l'on peut enfin respirer librement, sans avoir à justifier son existence. Avez-vous déjà dû exposer une vérité difficile pour vous faire respecter par votre propre famille ?